Hello les Itata, bienvenue dans la 184e émission C'est ça fait nous. Mon invité du jour est de ceux qui pourraient se dire ma vie est un roman, car malgré certaines épreuves extrêmement douloureuses, il a très bien vécu même, et ce n'est pas fini. C'est de cette vie riche, qui n'est pas une vie de riche, dont il va nous parler. Bonsoir Carl Ronde. Bonsoir Jean-Marc. Très heureux de te recevoir. Alors on va pas faire semblant, hein. On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis nan. Avec plaisir. Comme on dit. Donc j'ai beaucoup de plaisir à te recevoir. Alors tu es camerounais par ton père, français par ta mère et martiniquais d'adoption. Depuis combien de temps? C'est ça, je suis un produit de la diversité. J'ai vécu 10 années au Cameroun, 14 années en France et puis près de 34 ans, c'est difficile à compter après, en Martinique. Tu nous raconteras pourquoi tu as élu domicile en Martinique un jour? Absolument, on va échanger là-dessus, avec plaisir. Alors, tu es consultant, mais tu as une entreprise qui, depuis plusieurs années, qui travaille dans le domaine de la formation et de l'accompagnement. C'est ça. Tout ce qui est formation, accompagnement pour les entreprises avec différents secteurs d'activité, on aura l'occasion d'en parler effectivement un peu plus tard. Ouais. On va commencer par quelques photos dossiers. Oui, hein? Très bien. C'est Kimounouye. Petit exercice pour commencer. Tu as un stylo, tu as droit à 3 lignes. Comment tu décris ta personnalité? J'ai une personnalité plutôt enjouée, plutôt joyeuse. J'ai une formule qui peut être intéressante là-dessus, c'est happiness fuel success. Donc la joie peut alimenter assez régulièrement le succès. Voilà. Alors le petit garçon, Carl Ronde, était assez joufflu, si j'en juge par les photos. Par les photos. Oui, ça c'est les premières années effectivement. Donc là je suis né à Paris, donc là on est dans ma période parisienne. Donc voilà, j'avais une vie normale d'un bébé, élevé par sa grand-mère d'ailleurs, très largement parce que mes parents étaient occupés à l'époque. Mais effectivement c'était les premières photos. Ouais. Et les deuxièmes photos sont très sympas. On te retrouve à la fois avec maman et avec papa. C'est ça. Donc effectivement, ma maman est à gauche et mon papa est à droite. Et donc c'était deux personnages en fait assez atypiques. Mon père, à cette époque-là, était en train de faire ses études de notariat et ma mère était secrétaire de direction. Mais il était aussi beaucoup intéressé par le cinéma. Il avait fait d'ailleurs des parutions sur ce sujet-là. Donc ton père camerounais? Oui, c'est ça, mon père camerounais, donc né au Cameroun. Ma mère née en France, voilà, donc ils se sont rencontrés en fait à Paris. Ta maman? Versailles, né à Versailles, voilà. Ouais. Et donc là, on est dans le jardin de la grand-mère, effectivement. Mais c'est une époque intéressante. Ouais. On va voir que le petit Carl a très tôt connu la neige, par exemple, sur la photo, la photo de gauche. Oui, donc ça c'était... Et la mer. C'est ça, donc là, je suis né à Pâques, donc effectivement, c'était un Pâques assez froid, il semblerait. Et donc la photo du milieu, mais c'est un ange, comme tu vois. Octobre 69, je crois. Hein, Ouais, donc tu avais 2 ans. 2 ans, voilà. Donc là, je suis habillé en ange, voilà. Et puis, et la photo de droite, moi, je garde un souvenir très particulier sur celle-là, parce qu'en fait, j'avais totalement peur du bateau. Et on voulait absolument que je fasse une photo sur le bateau. C'était un genre de selfie avant l'heure. Mais c'était une période intéressante avec différentes expériences. On continue à dérouler l'album. Là, il devient un peu plus chabin, le petit garçon. Là. Ouais, il devient un peu plus chabin, mais c'est deux périodes complètement différentes. On reviendra dessus. Donc là, je suis toujours effectivement dans ma période parisienne. À droite, en fait, on a migré en fait sur le Cameroun. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. On est dans la maison du grand-père avec des meubles voilà très très particuliers, très typiques. Mais c'est deux photos en noir et blanc intéressantes, effectivement. On te retrouve ensuite sur la photo suivante, donc tu as un petit peu grandi, la piscine, et puis à côté, je pense que c'est ton petit frère que tu tiens dans les bras. C'est ça. Donc la piscine, en fait, c'est un moment très particulier, en fait. À l'époque, on avait des activités qui étaient très... Enfin, on avait une liberté totale. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de médias sociaux. Donc, il fallait qu'on trouve des occupations. Et donc, ça faisait partie des occupations. On avait un club qui s'appelait le Parallèle 4, où on pouvait faire absolument tout, des gendarmes et des voleurs. On pouvait faire disparaître dans les... C'était un complexe très, très large. Il y avait des bateaux et tout. Puis on se cachait pendant des journées entières. Et là, tu es à gauche, tu es en France ou au Cameroun?
Là, on est au Cameroun, ouais, c'est ça. Cameroun. Donc, chronologiquement, voilà, c'est plutôt au Cameroun. Donc là, s'est déjà déplacé vers le Cameroun. Et à cette époque-là également, peut-être qu'il y aura d'autres photos après, on pourra en reparler, mais voilà, à cette époque-là, je n'étais pas forcément scolarisé, mais on avait appris, par exemple, en tout cas, mon père avait tenu à nous enseigner la lecture sur la Bible. Donc j'ai appris à lire sur la Bible et il fallait compter de façon chronométrée le table de multiplication. Et à la droite, c'est la naissance de mon frère avec ma sœur qui est à gauche. Voilà, donc la fratrie. Ouais. On va retrouver la famille d'ailleurs sur la photo suivante, toute la famille. Oui, donc là, c'est la naissance de mon frère, donc c'est l'arrivée, donc là, on est en 74, donc j'ai 7 ans sur l'image avec ma sœur, donc c'est le nouvel arrivant, et donc voilà, toute l'attention est concentrée effectivement sur la famille, et c'est un moment clé, c'est un moment aussi où je vais rentrer en fait à l'école. Peut-être qu'il y aura d'autres clichés là-dessus, mais peut-être pour illustrer le propos, parce que comme j'avais passé une première partie avec une école à la maison, en fait, dans la deuxième partie, on allait me présenter au proviseur, et donc il fallait savoir dans quelle classe on me mettait. Voilà, donc on m'a posé des questions sur les dictées, etc. Ça se passait très bien, les multiplications, etc. Puis à un moment, on me pose une question, 9 fois 2. Et dans ma tête, je me rappelle, je me dis, ouais, 2 fois 9, ça fait 18, mais 9 fois 2, ça fait quoi? Donc ça m'a coûté, en fait, de rentrer uniquement au cours élémentaire 2, donc j'ai commencé mes classes à ce moment-là. Ouais. Alors là, ce qui est intéressant avec cette photo, j'allais presque dire, c'est le panel de couleurs, de couleurs de l'épiderme, puisque ton père est noir, ta sœur est noire, ta mère est blanche, ton frère est un peu plus bon que toi, et toi, tu es chabin. Alors, je ne sais pas comment on dit chabin en Cameroun, mais... on dit, il y a plusieurs expressions, il y a Boukalama Bengue par exemple, mais c'est une diversité, voilà, c'est une illustration de la diversité. Tu t'en es rendu compte de cette diversité par exemple, quand tu as été à l'école et que tu as vu que tu étais entouré soit en France que de blancs et ensuite au Cameroun que de noirs, ou presque? Oui, je me suis rendu compte. En fait, moi, j'ai fait partie des premières générations de métis en fait au Cameroun. Donc, c'était quelque chose qu'on nous mettait assez régulièrement. Mais quand je commençais les cours donc à l'école Saint-Jean-Bosco dont je parlais tout à l'heure, c'était très simple. Hein. C'était une école de missionnaires, donc. C'était une école de missionnaires. En fait, il y avait une église qui était au milieu en fait de cette école-là. Et quand il a fallu négocier pour la rentrée, notamment, il a fallu négocier certaines choses. Donc, par exemple, j'avais pas mal de cheveux à l'époque, j'avais un afro, et donc voilà, il fallait faire la boule à zéro. Donc, mon papa avait négocié qu'on me mette pas la boule à zéro. Par contre, il y avait une contrepartie qui n'était pas négligeable. Il fallait faire des travaux manuels. Et les travaux manuels, en fait, c'était le désherbage en fait de tout le périmètre de l'école. Et il y a une petite anecdote là-dessus, c'est que en fait, quand on désherbait, on rencontrait des intrus, à savoir des serpents. Et donc, à la fin, le professeur nous disait, vous m'appelez, je m'en occupe. Et donc, il alignait 7-8 serpents. Donc, moi, j'ai informé mes parents que les travaux manuels, c'était quand même particulier. Alors, on se rend compte sur cette photo que tu ressembles beaucoup à ton père. Tu as les yeux de ta maman. Oui. Et ce qui donne, effectivement, on va le voir tout à l'heure, je suppose qu'au Cameroun particulièrement, c'est le type ethnique que tu as, enfin le type de peau que tu as, a dû à un moment donné surprendre. Tu disais que tu étais un des premiers métis. Alors je sais qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle les albinos, qui eux sont très souvent persécutés, notamment à l'ancien Zaïre, au Congo Kinshasa. Toi, comment est-ce que ça se passait? Est-ce que tu as... Au-delà de l'école, dans la vie de tous les jours, est-ce que les gens s'arrêtaient, te regardaient? Oh, il est mignon, oh, il est bizarre. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'ils disaient? Oui. Tu as les yeux verts en plus, ou bleus. Oui, c'est ça. En fait, je suis dans du nini permanent, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans toutes les cases comme on voudrait qu'on rentre. Donc, voilà, quand j'étais au Cameroun, on me faisait remarquer que j'étais plus clair. Et quand j'étais en France, j'étais plus foncé. Donc, en fait, je suis effectivement les deux et j'assume totalement cette diversité. Mais après, c'est devenu beaucoup plus régulier. Une petite anecdote là-dessus, d'ailleurs, à l'époque... on le verra peut-être tout à l'heure. En fait, il y avait une des figures qui a été très visible là-dessus, c'est Yannick Noah, donc dans les années 82, quand il a gagné Roland Garros. C'est ça. Et 83 précisément. 83, voilà. Et donc, ce qui était dit à cette époque-là, c'était qu'en fait, les métis ne pouvaient qu'être mécaniciens. Et donc, enfin, voilà quelqu'un qui pouvait faire autre chose que mécanicien et qui a eu un parcours qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors, j'aime beaucoup les deux photos suivantes. Tu vas comprendre pourquoi. Oui. Ouais.
Alors, ben, voilà, mais c'est pas la même époque, mais on va y arriver. Donc, globalement, ben, la photo de gauche, c'est des photos, ouais, c'est collector. En fait, c'était la liberté totale, comme je disais tout à l'heure. Mhm. En fait, là, on est dans la rue, on est vraiment livré à nous-mêmes. En France, à ce moment-là. Non, là, on est au Au Cameroun, Cameroun, voilà, d'accord. on est livré à nous-mêmes et donc les journées sont longues. Et moi, j'ai un vélo pour m'occuper, donc ça, c'est excellent. L'autre photo, c'est beaucoup, beaucoup plus tard, où c'était aussi une autre forme de liberté, mais il y a toujours Ouais. deux roues. Et en fait, j'avais récupéré en fait Une petite mobilette. la Mhm. mobilette qu'avait utilisée ma maman pendant un moment. Et là, c'était effectivement la Mhm. liberté. On pouvait aller dans des soirées à Ouais. l'époque, etc., C'était etc. aussi la période afro, si j'en juge par la Ah, moi, photo. j'ai toujours été en période afro. J'avais pas tellement le choix. Mon peigne passait difficilement d'ailleurs dans mes cheveux. Mais oui, mais cette époque-là est assez particulière parce qu'effectivement, sur la photo de gauche, oui, voilà, il fallait qu'on s'occupe et on allait dans la Mhm. rue. On avait des Ouais. activités qui étaient diverses et variées. Voilà. Alors bon, comme je te connais depuis longtemps, je peux témoigner de l'élégance dont tu fais preuve Hmm. dans tes tenues vestimentaires. On va en voir quelques-unes de ces photos Ah. qui montrent. Alors à gauche, c'est l'élégance, on va dire, habillée. Oui, donc là, on est déjà dans une autre période. Je suis plutôt étudiant à ce moment-là. C'était ma période parisienne où j'avais beaucoup de mal à sortir de Paris parce que j'avais un emploi du temps qui était un peu chargé. Mhm. Je faisais mes études, mais pas que ça. Et donc voilà. Donc, et puis à droite, mais en fait, là, c'était pendant mes études Mhm. aussi. Donc je fais un aller-retour sur le Cameroun. Là, j'étais dans l'ouest du Ouais. Cameroun. Parce que même en short, tu es élégant. Ah, mais je fais ce que je peux, cher Jean-Marc. Et c'est amusant d'ailleurs maintenant que tu le redis, parce que c'était la période, je crois que c'est après les JO 84, c'était la Mhm. tenue de Carl Lewis, un autre Carl. Et ouais, Oui, j'avais avec le beaucoup aimé short qui la. remontait très haut, hein. Oui, 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 j'avais bien aimé cette tenue-là, je trouvais ça sympathique avec une belle couleur. Voilà. Ouais. Donc là, on était en déplacement dans l'ouest du Cameroun. On continue avec le sapeur, parce que tu as un côté sapeur, n'est-ce pas? Donc Oui, là aussi, on a deux photos. Alors, à gauche, c'est plutôt le charmeur avec les yeux qui disent tout. Et ouais. puis à droite, peut-être qu'on était au Bourget ou quelque chose comme ça, au salon de l'aéronautique. C'est ça. En fait, à gauche, en fait, c'était une des rares fois où on avait l'occasion de faire une réception à la maison. Voilà, Mhm. donc j'étais très, très content. Ça a été une grosse négociation. Et à droite, c'est le salon du Bourget. J'étais allé Mhm. avec un ami qui m'avait dit, ben, tiens, on va aller voir des avions. C'est la première fois que je voyais des avions décoller à la verticale, par exemple, mais c'était quelque chose ouais, qui m'avait bien Mhm. intrigué à l'époque. Ouais. On continue avec du sport cette fois-ci. On t'a aperçu tout à l'heure en short. On Hum, retrouve la même tenue ou presque. Là, tu Oui, faisais quoi? De l'athlétisme? oui, je faisais de l'athlétisme. En fait, c'était pour moi une façon voilà, de me défouler parce que les études étaient quand même prégnantes. Et du tennis aussi. C'était l'époque de Noah, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, ouais, je Mhm. jouais pas mal au tennis. J'avais commencé au Cameroun, j'avais continué ensuite sur la France, effectivement. Ouais. Et puis le tennisman, ouais, ouais, Ah, j'ai joué au tu tennis as joué aussi. pendant une bonne dizaine d'années, Tu ouais. avais un bon niveau? J'avais un niveau de 40 à peu près, mais Sur le ouais, geste, c'est pas mal, hein? oui, 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 non, mais j'y allais régulièrement. Ouais, j'ai joué régulièrement. J'ai joué une bonne Mhm. dizaine d'années au tennis, ouais. Ouais. Alors, tu parlais de ta grand-mère tout à l'heure. Je crois que c'est elle qu'on va retrouver ici à gauche. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, ma grand-mère m'a élevé pendant quelques années, effectivement, mais là, voilà, on voit tout l'amour de la grand-mère pour son petit-fils. Donc ça, ouais, c'est une photo très particulière, enfin, voilà, très personnelle, mais ouais, on voit tout l'amour. Mais elle m'a élevé pendant les premières années, en fait, et puis Mhm. on a toujours gardé ce Toujours dans lien. la région parisienne? Alors, les premières années dans la région parisienne, et puis après, quand je suis parti au Cameroun, quand Ouais. j'avais 4 ou 5 ans, bon, c'est moins vu, ça c'est la Ouais. distance après, puis je suis revenu après pour mes études. Et à droite, alors? Alors à droite, c'est une autre histoire. C'est une toute autre histoire. En fait, à la droite, donc ça fait partie des séjours qui ont été imposés, où en fait, là, je dois avoir aux alentours de 16 ans, et donc je me retrouve en fait en Lozère avec. J'ai pas beaucoup de photos à Alors, cette comme époque-là. il n'y a pas beaucoup de téléspectateurs qui doivent connaître la Lozère, on va Oui, on va situer, redire, c'est on va le redire. sud on va dire le sud-centre, c'est Ouais, entre l'ouest et l'est du sud. admettons. Pas très loin des Pyrénées, mais pas très loin non plus de la Méditerranée, enfin entre les deux, quoi. Département 48, c'est le désert français, c'est même un désert européen. Les plateaux du Causse font C'est le partie. plateau, c'est le département le plus désertique avec la Creuse, hein, je crois, hein. Absolument. Mais même record parce que département européen, donc les plateaux sur le Causse sont les plus désertiques d'Europe. Donc ça va Pourquoi très la loin. Lozère, alors? Eh bien, je me retrouve en Lozère en fait un peu par accident. Donc je redouble ma première. Donc mon parachute là. Je pense qu'il y a des inscriptions du se faire à la Mhm. dernière minute. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que le premier jour que j'arrive là, je pensais que j'avais terminé ma vie parce que le chemin était quand même très particulier, mais j'arrive quand même en vie en intégralité. Et pour expliquer le topo, en fait, le lendemain, je me retrouve donc dans une école, on va dire, tenue par un ancien curé.
et qui me dit, mais dimanche, tout le monde va à la messe, donc je respecte la règle, et je me retrouve en première ligne de l'église, et en fait, il y a une scène qui est digne de Louis de Funès, à savoir, il y a le curé qui va aller vers les fidèles, mais il ne peut pas y arriver, donc les fidèles attendent avec les hosties, ils ouvrent la bouche, et l'hostie n'arrive pas. Et il y a une seule raison à ça, c'est que le cordon est pris dans la chaise qui est fixée au sol. Le cordon de la soutane le du cordon pape. de la soutane. Donc Du pape, du prêtre. Enfin, oui, du prêtre, voilà, donc il rougeoie à tout, mais ça n'arrive pas. Et donc je me fais convoquer manu militari après cet office, en disant, alors comment ça, on commence à faire le malin, etc. Je dis non, je l'explique, donc j'explique la scène. Et dans la minute d'après, mais je ne savais pas que j'étais en stage de survie à cette époque-là, j'explique, je lui dis, mais vous savez, il fallait que je vous dise quelque chose quand même, c'est que je suis musulman. Ils me disent, mais il aurait fallu que vous me disiez que vous êtes musulman. Je dis, oui, encore aurait-il fallu que vous me laissiez le temps. Et donc, à partir de ce jour-là, j'ai été privé d'église pendant le dimanche. Et ça a eu une autre conséquence qui était intéressante pour mes collègues de cet établissement, c'est qu'on servait d'abord le dîner du musulman à table. Qui n'était pas musulman, en fait. Qui n'était pas musulman, que je redistribuais avec l'ensemble de mes camarades. Et on était 8 à table, on servait 8 personnes, ce qui veut dire que les gens ne savaient pas compter à cette époque-là, dans ces régions-là. Alors, une très jolie photo ensuite avec ton frère. Oui. Ce que j'ai oublié de dire sur la précédente, c'est que... on revient en arrière, David, si tu peux. Oui, c'est que Merci. Michael, je n'en ai pas parlé, c'est Michael et sa grand-mère que j'ai revu 20 ans après, que j'ai revu encore cette année. Je crois qu'on va les revoir sur d'autres photos. On le reverra après. Mais ce qui était très sympa, c'est qu'en fait, effectivement, ça a été pour moi des moments de respiration. Ça, c'était très intéressant. Oui, en Lozère, on a de quoi respirer. Hein. Et on a de quoi respirer, mais surtout, je quittais en fait mon bagne, entre guillemets, le vendredi soir, et je revenais le lundi. Et ils m'ont accueilli vraiment. Alors, c'était passé de façon très, très simple. En fait, on est à la Toussaint. Et il y a quelqu'un qui m'interpelle, en l'occurrence Michael, mais qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? Je dis, justement, je viens de me rendre compte que ce sont les vacances. Et il me dit, mais t'as qu'à venir à la maison. Je dis, mais dans ma tête, je me dis, mais tu vas pas chez les gens comme ça. Et donc, il me dit, mais tu fais comme tu veux, mais dans 5 minutes, il y a le bus qui part. Donc, et on débarque. Donc chez ses parents, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Enfin, Michael, tu aurais pu m'avertir que, etc., etc. Et j'ai passé une année extraordinaire dans cette famille. Je les ai revus encore cette année. Ouais. J'ai remercié son papa qui me dit, mais nous aussi, on avait des familles nombreuses, donc c'était normal qu'on te reçoive à cette époque-là. Donc on revient sur la photo avec ton frère, très jolie photo. Oui. Oui, c'est une photo, mais quand j'ai l'occasion de retourner en France, voilà, on fait des clichés avec la famille. Il y a combien d'écart entre vous? On a 7 ans d'écart, puisqu'il est né en 74. Voilà, donc c'est une complicité intéressante et on se revoit avec beaucoup de plaisir. Alors, l'autre photo, alors je me demande si c'est pas en Lozère devant la Clio. Oui, alors ça, c'était pas en Lozère, mais c'était la première rupture en fait. En fait, quand j'avais l'âge de 8 ans, en fait, mon père voulait couper le cordon ombilical. Et donc, je me retrouve pour la première fois loin de mes parents. Donc, je me retrouve à Morzine, en fait, à Voyat, donc dans l'école Pascal. J'ai passé 1 an, donc ça a été un peu, j'ai connu les osselets, c'est là que j'ai appris pas mal de poésie, etc. Mais c'est une époque assez particulière, il y avait des somnobules dans cet établissement. Mais c'est une période, une parenthèse. J'ai passé une saison complète de sport d'hiver à ce moment-là. Je ne mangeais pas beaucoup, mais on me faisait des privations, mais j'allais quand même faire du ski comme tout le monde. Alors, 2 autres photos. Alors, celle de droite, je la comprends tout à fait. Celle de milieu, pardon, je la comprends tout à fait. Celle de gauche avec le chien, je ne sais pas précisément ce que tu fais, tu vas nous raconter. Oui. Alors ça, c'est un de mes hobbies. Mais celle de gauche, en fait, je suis avec mon chien qui est un lévrier qui m'a accompagné. Alors je faisais des Koh-Lanta avant Koh-Lanta. Je faisais des retraites en fait pendant une dizaine de jours. Et mon hobby principal, c'était de pêcher. Donc là, je vais m'installer pour un camp. Je pars avec le chien, mais c'était très simple comme camp. Hein. C'est un hamac, un chien, un fusil pour chasser les poissons. Mais au milieu, c'est le résultat. Donc là, c'est un peu plus tard. Avec quoi? C'est pas un barracuda? C'est un barracuda. C'est un barracuda. Donc dans la baie de Fort-de-France, j'ai un binôme, Gérard, avec qui j'ai passé de nombreuses années en fait sur la pêche. Donc voilà. Donc et à droite, c'est. Comme tu n'étais pas bien à terre, tu t'es monté. Mais en fait, pour moi, c'est une façon, c'est un exutoire en fait. La chasse sous-marine, t'es vraiment sous l'eau, et c'est intéressant parce que ça permet de faire le vide. Moi, quand je vais à la pêche, par exemple, le samedi, le lundi, on me parle des dossiers de la semaine, j'ai complètement oublié. Je suis vraiment dans un autre monde à ce moment-là. À droite, on ne fait pas le vide, on a le vide en dessous. À droite, on a le vide en dessous. Donc là, c'était quand je suis revenu il y a une vingtaine d'années sur la Lozère, donc le fameux désert français, où effectivement, c'est la Via Ferrata en fait qu'on fait. Et oui, j'avais pas vu la photo en dessous. Donc effectivement. Oui, là, on est un peu dans le vide, mais c'est se connaître soi-même également. Et les 3 expériences permettent de faire ça. Sur la photo du centre, par exemple, une fois,
On a fait une chasse dans le sud, du côté du Diamant, avec Féfé, que je salue au passage, et Gérard. On a une expérience assez intéressante. Donc, il y a Féfé qui tire une sorbe, donc c'est un poisson rouge qui fait à peu près 10 kilos. Et donc, en fait, moi, je vais doubler en fait, cet élément-là. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je vois que dans mon inconscient, quand je fais ma descente, je dis, c'est bizarre, il y a un rocher qui bouge au fond de l'eau. Et en fait, le rocher et moi, on allait exactement au même point. Et je me rends compte très facilement, dans l'eau, il y a des priorités. Hein. L'engin faisait à peu près 4 ou 5 mètres de long quand même. Donc, c'était un requin. C'était pas vraiment un rocher, voilà. Donc, il a coupé, en fait, au niveau de la flèche, la sorbe. Et donc, je commence à voir la tête comme ça qui se déplace. Je dis, tiens, mais c'est quoi ce truc-là? Le temps que je réalise ça, que la tête se décroche, il a fait le demi-tour, il a récupéré la tête, il disparaît. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on oublie qu'on est dans l'eau. C'est ça qui est vachement surprenant. Et j'ai une explication quelques années plus tard, parce que j'avais expliqué ça l'année dernière. En fait, j'ai rencontré un médecin à Chamonix et qui me dit, écoute, cette aventure-là n'est pas à banaliser, parce qu'en fait, ce que tu as vécu là, c'est une expérience très particulière. En fait, à un moment, le corps, la mémoire se coupe. Et au bout de quelques instants, je dis, c'est pas ça, et je me rends compte que je suis dans l'eau et il faut remonter. Et ce médecin m'a expliqué qu'en fait, Arti, qu'à ce moment-là, le peu d'oxygène qui reste est géré de façon automatique en fait, par le cerveau et envoyé vers les organes vitaux, ce qui m'a permis de remonter. On va ouvrir la séquence concernant ton papa, parce que c'est une séquence pour toi assez douloureuse. Alors d'abord très heureuse, bien entendu. On voit ces photos où il t'amène en Afrique. Là. Je pense qu'à gauche, il est en tenue traditionnelle. Alors à gauche, il est en tenue traditionnelle avec mon frère. Ah, c'est ton frère? Oui, c'est mon frère, voilà. Donc ça, ce sont des images. Il y a très peu d'images là-dessus. Et à droite, en fait, on est dans l'ouest du Cameroun. Et durant mes études, en fait, on avait fait une expédition dans l'ouest. On a fait une expédition dans le nord du Cameroun et à l'ouest du Cameroun. Donc deux périodes différentes. On voit cette très jolie photo de vous deux sur le cliché suivant. Oui. On voit la ressemblance. On voit aussi toute l'affection qu'il peut y avoir aussi entre vous. Oui, mon père avait de grandes ambitions pour moi. Il m'a dit que ce serait le futur Luther King. C'est dur à porter. mais il y a vraiment une complicité intéressante, même si mon père ne parlait pas beaucoup, mais il y a une vraie complicité. Là, on est dans l'ouest du Cameroun et quelques instants après cet instant-là, on a un restaurateur qui était là, qui a fait une blague à un client qui est à côté, je me rappelle de ce moment-là, où il amène une éponge bien assaisonnée, etc. Le client complètement offusqué. Donc c'est quelques instants avant ça, mais on est effectivement dans l'ouest du Cameroun. C'est un moment vraiment très privilégié. Alors en voyant le cliché suivant, j'ai compris pourquoi tu te sapais autant. Ouais. Oui, alors, en fait, là, il y a mon père, mon grand-père et mon oncle Daniel. Mon grand-père, qui est au centre, en fait, est une personne qui a travaillé avec les Allemands dans la construction du chemin de fer à l'époque, parce que le Cameroun, en fait, l'origine du nom Cameroun, c'est Camaroès. Camaroès, c'est les crevettes. Donc, ça a été colonisé d'abord par les Portugais, puis par les Allemands, pardon, puis les Français. Et il y a une partie également qui est anglophone. Donc, mon grand-père a travaillé avec effectivement les Allemands. Mon père, qui est à gauche, en fait, a été lauréat de l'École notariale de Paris. Et mon oncle, qui est à droite, a fait on va dire un pamphlet à l'époque qui lui a valu une interdiction de séjour, mais a travaillé à Beaubourg pendant de très nombreuses années. Interdiction de séjour au Cameroun. Oui, c'est ça. Pendant de très nombreuses années. À l'époque, c'était déjà Paul Biya ou... À l'époque, c'était le président Aïdjo, en fait, qui était présent. Et donc, voilà, on voit les trois dans la région parisienne. Mais là, on comprend encore une fois, quand on voit la classe avec laquelle il porte ses vêtements, on comprend pourquoi tu as conservé, tu as hérité de ce goût-là. C'est peut-être génétique, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai génétique ou culturel, familial. Culturel aussi, oui, vraisemblablement. Alors, les deux autres photos de ton papa, parce que bon, je le disais, l'histoire est un peu douloureuse, puisque ton papa a disparu dans des conditions très très mystérieuses. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. En fait, j'ai pas plus d'éléments que ça, mais globalement, on n'a pas eu de nouvelles de mon père depuis les années 83 de mémoire. Et il n'y a pas de raison particulière là-dessus. La dernière fois que j'ai vu mon père, c'était à l'aéroport. Il m'a dit, bon, ça serait une bonne idée de ne pas revenir. Tu avais 16 ans. Non, c'était pendant mes études, donc je devais avoir une vingtaine d'années. Voilà, donc là, c'est mon père dans son étude, puisqu'il était notaire, comme j'expliquais. Et donc là, c'est dans sa période parisienne. Mais ça fait effectivement de très nombreuses années que je n'ai pas de nouvelles, sans pour autant avoir de clarification sur ce sujet. Sans savoir s'il est vivant ou pas. C'est une disparition.
Mhm. Voilà. Mais qui est lié au régime camerounais de l'époque ou pas? J'ai pas d'éléments qui sont probants sur ça, Mhm. donc je peux pas m'exprimer plus que ça là-dessus, Ouais. mais oui, c'est clair que c'est une période particulière. Et comment tu as vécu cette disparition? Tu as, en très peu de temps, ton père disparaît de ta vie alors que c'était quelqu'un pour qui tu avais énormément d'admiration, mais on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Oui, mais en fait, c'est une disparition qui porte bien son nom, donc il n'y a pas d'explication Mhm. particulière. On a fait des recherches de notre côté également sans que ça aboutisse forcément. Donc, on vit avec parce qu'il Mhm. faut passer à autre chose, il faut terminer les études. Avec il le faut, manque aussi. avec le manque, il faut construire sa vie. Mhm. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Alors, ta vie, tu l'as construite aussi autour de cette jeune femme qu'on va voir, cette jeune fille d'abord, Oui, qu'on va voir sur la photo. oui, Et ta fille, on le voit, elle est albinos. Donc, c'est je ça, parlais tout à l'heure des albinos au Zaïre, enfin l'ancien Zaïre, c'est ça. au Congo, Kinshasa. Oui, mais là, c'est une photo de complicité avec ma fille, donc on partage une barbe à papa, donc ça, c'est quelque chose qui est Enfin, extraordinaire. partage, tu l'as dans le nez ou presque, non? Oui, 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 ça c'est une proposition de ma fille vraisemblablement. Ma fille est née 3 jours avant les Twin Towers, donc c'est Ouais. peut-être aussi un symbole. 2001. Mhm. 2001, voilà. Et ouais, c'est un moment pendant l'été, un moment vraiment récréatif, on prend le temps, voilà. Ouais. Je prends le temps avec ma fille, je partage des moments particuliers. Justement, on va les retrouver, ces moments, sur les deux autres photos. Ouais, Donc, je le dis, on le voit, hein, effectivement, c'est un type particulier, le type oui, albinos. oui. Est-ce qu'elle en a souffert? Est-ce qu'elle en souffre encore? Est-ce que toi-même, tu en as souffert? Ou est-ce Alors, qu'elle assume sa différence? oui, elle assume totalement sa différence et ça a été très tôt. Dans ma famille, j'ai un oncle qui est aussi albinos, donc ce n'était pas une découverte pour moi parce Mhm. que c'est quand même génétique. Et ma fille, très tôt, a eu effectivement ses retours, notamment en Martinique, puisque ma fille a vécu toute la première partie de sa vie en Mhm. Martinique. Et donc, on lui faisait cette remontée-là. Et en fait, elle a trouvé, ou je l'ai conseillé là-dessus, elle a trouvé Mhm. son itinéraire là-dessus, c'était briller par l'excellence. Et donc, très tôt, elle a été remarquée par ses résultats. Donc, finalement, c'est rentré dans l'ordre très, très Mhm. facilement. Sur la photo de droite, elle vient de terminer son master en génétique. Donc, voilà, elle fait sa vie aussi. C'est La ça quelque photo de chose de très gauche, c'est intéressant. devant la vasque des Ah oui, Jeux la photo de Olympiques. gauche, c'est la vasque, oui, pour les Jeux Olympiques, là, donc Mhm. 2024, c'est Ouais. relativement récent aussi. Et oui, avec la fameuse vasque pour les Jeux Mhm. Olympiques, effectivement. Alors, une double photo maintenant qui va te permettre de nous raconter c'est quoi cette maison. Ah, oui, On ça a c'est la... l'impression de voir une maison à Saint-Martin après le passage d'un cyclone, mais ce n'est pas le cas. Oui, ça c'est la maison dans l'état dans lequel on l'a trouvée. Bon, il y a une première couche de peinture, mais ça Donc, c'est un on est au détail. Cameroun. Hein. On est au Cameroun. Donc c'est une maison allemande. En fait, on voit un peu l'architecture. Les murs étaient très épais. Enfin voilà. Et sur cette maison, il a fallu tout retaper. Effectivement, là, elle était en l'état. Mhm. Ce qui est intéressant dans cette maison, moi j'ai un lien particulier parce qu'à un moment, en fait, on était vraiment livrés à nous-mêmes. La maison était grande. Et il y avait la fratrie. Et donc, il y avait aussi un cousin qui était présent. Et puis un jour, le cousin s'amuse avec une spirale à moustique, et donc, mais pas dans la bonne salle, c'est dans une chambre où il y avait des alcools, et donc ça prend feu. Mhm. Et donc, on ne peut plus accéder à l'escalier pour sortir de la maison, donc il n'y a qu'une seule issue, c'est la fenêtre de droite qu'on voit devant, Mhm. là, juste au-dessus de la porte d'entrée, et il faut aller là. Donc, les voisins arrivent, et finalement, en fait, ils me disent d'envoyer mon petit frère, donc ce que je fais, je le balance par la fenêtre, voilà, donc il le récupère en bas. Ma sœur également suit le même itinéraire. Mon cousin, on dit de le faire la même chose, mais lui, comme il est original, il n'y va pas. Donc il y a un papayer qui est juste à droite que vous voyez là. Donc il s'est jeté sur le papayer, mais finalement il est tombé parce qu'un papayer, c'est pas solide. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours entraîné sur cette maison à faire tout le pourtour au premier étage par Mhm. l'extérieur. Et c'est peut-être ce jour-là que j'ai eu la réponse, parce qu'en fait, moi, je suis repassé, on voit la photo de droite, Mhm. là, descendre du premier étage, voilà, pour arriver tout en bas, et tout le Mhm. monde a été sauvé. Donc, il y a un lien particulier avec cette maison, effectivement. Alors, on va parler des amis maintenant, parce que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'amis, et on voit là sur ces différentes photos, alors à différentes époques. Hmm. Alors, je crois qu'on est plutôt là dans l'Hexagone, en France. Raconte-nous un Il y a, peu. il y a un peu de tout. Alors, en bas à gauche, en fait, ça a été mon premier séjour, donc j'avais parlé dehors, quand j'étais dans les Alpes, donc à Morzine. Donc là, j'ai 8 ans, entre 8 et 9 ans. Tout en bas, ouais, en Donc, bas à gauche. voilà, en bas à gauche, voilà, c'est ça. La deuxième photo, c'est durant mes études. Donc, je suis en Allemagne, parce que j'ai eu comme seconde langue l'allemand. Tout le monde dans la classe avait pris espagnol, c'était une catastrophe. Le prof d'allemand n'avait personne et il a cherché, il a recruté à la main, Ouais. entre guillemets. Donc, j'ai fait partie des personnes qui ont fait allemand. Et les deux photos qui sont à droite, c'est au Cameroun. Donc, c'était une des 2 fois où j'ai pu recevoir des gens à la maison. J'ai un ami Max qui est tout à fait à droite, qui est d'origine ghanéenne. On en reparlera peut-être tout à l'heure sur certains clichés, mais c'était une réception que j'avais pu faire à la maison. La Martinique maintenant, tu as une famille d'accueil en Martinique. Oui,
Plusieurs. On la voit à gauche ici. Oui, alors là, je salue la famille Rochure. Ça a été Marie-Jo que j'ai connue à Paris en fait à l'époque. Et Marie-Jo en fait m'a reçu pour mon premier stage quand je suis arrivé en Martinique pendant mes études d'ingénieur. Et je fais un stage à la Sécurité sociale, donc c'est elle qui me reçoit. Et on a passé d'excellents moments vraiment sur Dans des quelle îlets commune? au Robert. Oh, ouais. Voilà, et là c'est toute la famille avec le grand-père, la grand-mère est toujours vivante aujourd'hui, inoxydable. Mais c'est vraiment des moments, on est en fin de journée, il y a un soleil qui, voilà, un coucher de soleil très intéressant, on a passé d'excellents moments là-dessus. Et à droite, en fait, c'est durant Plutôt mon... les amis du boulot, là. Là, alors, non, pas forcément. Là, donc je venais d'arriver en Martinique. Et donc, on fait, peut-être on a dû faire deux ou trois croisières pendant mon volontariat. Et donc, ce sont des amis, on était là, en l'occurrence à Sainte-Lucie. Donc, ça nous arrivait de faire des allers-retours à l'époque des Friday Night. Mais moments intéressants, photos noir et blanc également très intéressantes. Toujours les amis sur les deux clichés suivants. Oui, alors à droite, en fait, c'est Michael 20 ans après, avec sa fille et sa sœur. Une petite anecdote Celui qu'on a vu tout à l'heure sur la photo. une petite anecdote quand même sur laquelle je voudrais revenir. Sa sœur Emmanuelle, en fait, quand je suis arrivé chez eux le soir, elle pchipitait avec sa sœur, etc. Puis le lendemain, je vais les voir, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, Karl, j'ai une question à te poser. Je dis, oui, c'est quoi ta question? Elle me dit, est-ce que tes cheveux se coupent? Je lui dis, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas chercher des ciseaux, on aura la réponse. Elles ont disparu, elles sont revenues 5 minutes après, elles ont coupé et elles étaient complètement dans un autre état. Je lui ai reparlé de ça cette année. Elle me dit, mais Karl, ton afro, ça me fascinait. Voilà, donc ça c'est pour la photo de droite. La photo de gauche, en fait, c'est un moment de réunion familiale, c'est pour l'enterrement de ma grand-mère. Ah, pardon. Donc j'ai des cousines, en fait, du côté de mon oncle, en fait, qui est juste derrière mon frère. J'ai ma sœur également qu'on voit. Voilà, donc c'était un moment de regroupement quelques années plus tard. On termine avec deux autres photos qui, là aussi, illustrent l'amitié. Hein. Oui, c'est ça. Gérard, qui est un ami de plongée. On a passé une quinzaine de temps, donc c'est pendant la course des Yoles, là. Ouais. Mais on a passé beaucoup de temps ensemble sur l'eau, quasiment tous les samedis, qu'il vente, qu'il pleuve. Voilà, donc je l'ai aidé à reprendre également une boîte à l'époque dans la construction navale. Et à droite, ça date de cette année. En fait, c'est mon voisin de quartier. Enfin, je traversais la rue au Cameroun et j'arrivais chez lui. On a fait des matchs de foot, on a fait du Monopoly, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour occuper notre temps avec son cousin Achille, que j'ai revu récemment. Je ne savais même pas qu'il était en France et c'est par hasard que j'ai découvert ça cette année. Donc, et il notait d'ailleurs, ça fait 40 ans qu'on ne s'est pas vu. Voilà. Bon, on a déjà vu combien ta vie a été riche durant ta jeunesse. On va continuer à voir qu'elle s'est enrichie par la suite. C'est Martinique. On va parler maintenant du chef d'entreprise, avec d'abord ces deux photos qui symbolisent aussi l'évolution de Karl Lewandé, mais aussi toute la classe, n'est-ce pas, de l'homme d'affaires aussi, puisque à gauche, c'est peut-être l'époque de ta première entreprise, FacilNet. C'est ça. Oui, c'était effectivement Fascinet. Donc j'étais au centre d'affaires Valmenière. Et donc on avait plusieurs activités, tout ce qui était formation, tout ce qui était également vente de matériel informatique. FacilNet Consulting. FacilNet Consulting, donc j'avais un associé qui était Dominique Laménardi à l'époque. Et voilà, on a eu pas mal de projets intéressants, notamment tout ce qui est cyberbase par exemple, on a inséré 450 personnes. Et c'était une belle époque également, donc c'est une aventure qui a duré une bonne quinzaine d'années. Et à droite, en fait, c'est l'arrosoir arrosé. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, mais voilà, j'ai été shooté une fois. Je me suis dit, tiens, pourquoi photographié, pardon. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas et le thème, c'était années 20. Voilà, je trouvais intéressant ce clin d'œil. Le businessman, maintenant, on va voir. Tu nous as préparé un petit schéma qui illustre un petit peu tout ce que tu as fait ou tout ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça. À la fois Maëlia Consulting, qui est ton entreprise depuis 2010, donc qui a succédé à FacilNet, et puis le reste, je te laisse expliquer. Oui, alors effectivement, le Maëlia Consulting, on fait tout ce qui est formation, accompagnement, aussi bien d'organisations privées que publiques. Alors je vois 30 ans de Rex, ça veut dire quoi? 30 ans de retour d'expérience, voilà, c'est ça. Donc ça fait 30 ans que je suis chef d'entreprise en fait. Et donc on a deux moteurs là-dessus qui sont l'innovation et justement le retour d'expérience. On partage ce vécu-là. Actuellement, je suis également vice-président des acteurs de compétences et
J'ai eu également à l'époque où il y avait Fascinet, à travailler sur des projets européens, notamment sur dialectique. On avait comme partenaire la Slovaquie et le Portugal. Ce sont de belles expériences également humaines. Je l'expliquais tout à l'heure, effectivement, j'étais également vice-président de la CPME, On va voir des photos tout à l'heure. l'ex-CGPME, voilà. Et j'ai été administrateur dans le cadre de ces mandats-là, d'OPCO et puis d'organisations comme la RAC, par Donc exemple. beaucoup dans le domaine de la formation, du social aussi, C'est ça. et puis on va le voir de l'accompagnement professionnel. D'ailleurs, sur les deux schémas suivants, on voit enfin, le schéma suivant, pardon, on voit un petit peu, c'est Maëlia, ça. Hein, C'est ça. C'est ça. tout ce que Maëlia a fait depuis une quinzaine d'années. C'est ça, donc ce sont quelques chiffres d'indication. Donc il y a un catalogue de formation intéressant, c'est à peu près 850 stagiaires qu'on forme par an. Et puis les familles de produits, ça peut être vente, relation client, tout ce qui est management, cohésion d'équipe, tout ce qui est efficacité professionnelle. Et on a des formats très innovants là-dessus, peut-être qu'on verra quelques images là-dessus tout à l'heure, qui peut être intéressant là-dessus. Le cliché suivant, c'est une vidéo là, où on va parler de formation. On regarde et on revient ensuite en plateau. Oui. Voilà, deux petits montages. D'une part, la formation collective, comme on la voit là. C'est ça. Et puis de l'autre côté, des mises en situation. C'est ça. Oui, donc beaucoup de situations expérientielles. Donc là, on a quelque chose sur la langue des signes français, la LSF, dans le cadre de l'accueil relation client. Voilà, comment avoir un accueil qui soit le plus inclusif. Donc et puis les gens sont heureux parce que ça mystifie beaucoup les gens, la LSF. Mais ça permet de travailler tout ce qui est inclusivité et une autre thématique sur tout ce qui est effectivement gestion de conflits. En plus, on a des intervenants qui ont vraiment du vécu et qui vont chercher et qui provoquent et qui savent faire. Voilà, donc ça met vraiment les gens en situation et ils vivent leur expérience. C'est ça qui est intéressant. On va avoir une photo où tu es au Québec avec ton complice de longue date, Daniel Charles Tonguito. C'est ça. Là, vous étiez en l'occurrence lors de déplacement, enfin d'une mission, on va dire professionnelle. Mais Daniel, c'est celui avec qui tu travailles depuis plus de 20 ans. Oui, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Beaucoup de consultant en marketing au départ, et puis qui a beaucoup élargi son panel. C'est ça. Coach, voilà, qui a un gros vécu à l'international. Ça, c'est une photo qui date de juin 24. Ça fait partie de nos sources d'inspiration également. Donc, on est au Québec, on est dans le salon de la francophonie. Et l'idée, c'est de voir, OK, qu'est-ce qui se fait là-bas et comment est-ce qu'on pourrait importer, entre guillemets, des Canadiens en Martinique, parce qu'on a un territoire expérimental intéressant. Il y a eu une action qui a été assez marquante, manager la diversité, et un cycle de conférences avec notamment Jean-Bernard Nkono qui est au milieu de la photo de gauche, qui est un Camerounais, diplomate de très haut niveau. Raconte-nous. Oui, Jean-Victor est un retraité de l'ONU. Donc, c'est quelqu'un qui a passé 30 ans en fait, à l'ONU. Il a connu 3 secrétaires généraux. Et c'est quelqu'un qui a un vécu très intéressant. Sur cette thématique de la diversité d'ailleurs, il expliquait quelle était la diversité à l'ONU. Donc ça va aussi bien dans la place qu'on peut laisser pour écrire les noms, par exemple, c'est des détails qui n'en sont pas, mais qui a mené diverses versions de pacification en fait, dans le monde entier. Et on a eu ce privilège effectivement de partager avec lui cette notion de diversité ainsi que Daniel. Et de partager de bons moments aussi, comme on le voit à droite. Et de partager de bons moments également. Donc là, c'est lors de son passage en Martinique également, puisqu'on a monté après une association dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui permet de voir comment est-ce qu'on peut créer des liens économiques en fait, entre la Martinique et les pays africains. On va parler d'accompagnement des entreprises maintenant, et particulièrement des séminaires de cohésion que tu organises. On regarde là aussi un petit montage vidéo.
Voilà, c'est une des. Enfin, on a une petite idée de ce que fait aujourd'hui Maïla Consulting, Carl Rondé et Daniel Charlotte-Anguito notamment, concernant tout ce qui est cohésion d'équipe, tout ce qui est accompagnement aussi. Raconte-nous un petit peu pourquoi ce choix aujourd'hui de se diriger vers ces dynamiques de cohésion. Mais pour répondre aux demandes des clients tout simplement, on parlait tout à l'heure d'innovation, effectivement, là ce sont des ateliers expérientiels. On voit, ça peut être un atelier culinaire par exemple, c'est-à-dire que quand vous devez en 2 heures faire entrée, plat, dessert, il faut y aller, et il faut sortir le plat en 2 heures. Là c'est un atelier avec un partenaire avec qui on bosse depuis très longtemps qui est au domaine 3 au Gros Morne, voilà, et c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui explique en 2 minutes, bon voilà, un écosystème, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut transmettre un écosystème dans son organisation. Troisième exemple là, qui passe d'ailleurs, avec Tessa que je salue au passage, on fait de l'équicoaching. Le coach c'est un cheval, donc on ne parle pas, le cheval il ne parle pas. Par contre, il travaille très bien sur le langage non verbal, c'est ça qui est intéressant. Il y a souvent un avant et après. Là on voit, il est en train de mettre en mouvement le cheval, mettre en mouvement le projet. Là, le cheval est transformé un peu en chien, donc à un moment, ça l'énerve un peu, elle va se retourner. Et quand elle se retourne, mais là, elle reprend le pouvoir à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est vraiment être conscient de ça et transformer également le comportement en fait, des personnes pour une performance des organisations. C'est ça le sujet. Il y a une forte demande aujourd'hui de ce type d'accompagnement justement par les entreprises, pour les entreprises. Il y a une très forte demande là-dessus en fait. Il y a 3 cas de figure. Ça peut être par exemple, vous voulez récompenser en fait, vos collaborateurs, ça peut être un axe. Ça peut être vous voulez challenger un service ou un produit. Ou ça peut être, il y a un conflit dans un service. Comment est-ce qu'on peut rétablir un climat de confiance et repartir sur de bonnes bases? Alors, Maïlia a aussi des ambitions à l'étranger. On l'a vu avec le Québec tout à l'heure. On va voir d'autres photos là de différentes missions auxquelles Daniel et toi, hein, le binôme a participé. Explique-nous un petit peu. Oui, donc là, c'était dans le cadre de la salon de la francophonie. Ce qui est très intéressant, en haut, en fait, David, qui est tout à fait à droite de Daniel, est quelqu'un qui a vraiment réussi au Québec. On a trouvé ça très intéressant. On le voit à la fin du salon, complètement par hasard. Il y a sa femme qui nous dit écoutez, vous venez de Martinique, moi je suis guadeloupéenne. Elle lui dit c'est pas une tare d'être guadeloupéenne. Bon, ça c'était gentil. Mais après, il est à peu près 13 heures et elle nous a organisé en moins d'1 heure et demie une rencontre avec son mari. Elle a fait déprogrammer complètement son agenda pour créer ça. Et donc, lui, il est dans le domaine en fait, de tout ce qui est exosquelette. Il a un partenariat avec des Japonais et ça fait quelques années qu'il vit en fait, au Canada. Et la photo en bas, en fait, c'est la délégation France, entre guillemets, qui était au sein de la francophonie. Donc, on est devant, justement, apprendre à rencontrer cette dame-là qui est ministre en fait, d'une des régions au Québec, voilà, qui est reçue. Et puis, des gens qui sont vraiment dans l'ouverture et comment créer en fait, des ponts entre la Caraïbe et donc le Québec, où il y a un vrai besoin de main-d'œuvre. Mais ce qu'on voit également, c'est comment importer en fait, des chefs d'entreprise pour expérimenter avec ce qu'on a vu tout à l'heure comme expérience. Le Canada, à la fois francophone et anglophone, c'est un vrai partenaire potentiel pour nous en Martinique? Oui, parce qu'il y a des vrais atouts là-dessus. Le Canada est à 4 heures de la Martinique et des fois, les Québécois ne sont même pas au courant. Il y a une liaison aérienne régulière. Il y a une liaison aérienne régulière qui a été renforcée grâce au CMT. Et de surcroît, il n'y a pas de décalage horaire. Donc, c'est des vrais atouts en fait, pour nos territoires. On va voir que ta vie est un roman, encore plus avec la troisième partie, politique. Très bien. Alors, ne soyez pas surpris, mesdames, messieurs, vous allez voir dans cette dernière séquence politique, on va traverser le monde, en fait, on va voyager, et on va voir aussi que Carl Rondé a connu plusieurs vies. Alors, Carl, on va voir un premier cliché qui nous rappelle que la photo chez toi, ça a été très tôt, avec ces 2 photos où on te voit en fait au Cameroun, c'est ça? Oui, c'est ça. Les 2 photos sont au Cameroun. Donc, sur la partie à gauche de l'écran, en fait, c'est la plage de Victoria qui a été renommée Limbe après. Donc, c'est la zone anglophone en fait, du Cameroun. Et c'est les plages de sable noir, un peu comme si c'était Lanceron en fait, en Martinique. En bas, tu inspectes la pirogue pour monter dedans ou... Voilà, en bas, c'était des choses intéressantes. Alors, il y avait une pirogue, puis derrière, il y avait une espèce de source d'eau froide derrière. Je me rappelle, c'était assez intéressant. Et on te voit avec ton appareil photo à la main, là, tu as quoi? Tu as une vingtaine d'années, un peu plus? Là, j'ai une vingtaine d'années. Ouais, c'est ça, j'ai une vingtaine d'années. Et les photos du haut, en fait, sont en fait c'est les CV des mannequins, ce qu'on appelle les portfolios, et qui permettent d'avoir l'ensemble des informations sur les mensurations pour savoir si ça correspond à pas pour un défilé. Donc, tu es devenu très rapidement, très tôt, photographe de mode. Tu as eu effectivement, on va le voir, un certain nombre
de mannequins que tu as côtoyés. À gauche, on en voit, je ne sais pas si c'est la même ou si ce sont deux mannequins C'est deux différents. personnes différentes. Il y a Maëva qui est à Mhm. gauche. C'est la personne qui est au milieu a travaillé pour Kodak, par Tu exemple. te souviens de tous les prénoms, hein? Pas de tous les prénoms, mais de certains. Merci, Jean-Marc. Oh, Et donc, et à droite, en fait, c'est c'est un événement particulier, je crois. oui, c'est un événement particulier. Donc, en fait, ben, comme j'ai fait pas mal de photos, j'ai dû faire 6 saisons à peu près, parce qu'il y a printemps-été, Mhm. automne-hiver, en haute couture. Et à droite, en fait, j'ai été contacté pour co-monter Un défilé. un défilé, un concours en fait de créateurs antillais qui s'appelle Mode Outre-mer. Et là, sur la photo, en fait, c'est Gilbert Basson qui est présent. Donc, ben, j'avais casté, enfin, recruté en tout cas toutes les candidates, de telle façon à pouvoir réaliser ça. Donc, j'avais fait Mhm. toute la logistique, le plateau, etc., Ouais. etc. Et on a fait ça à Rony-sous-Bois à l'époque. Mhm. Et puis, tu as côtoyé en fait les plus grands stylistes, les plus grands couturiers. Ouais, On le voit là, on a un ouais, petit panel, hein. Yves ouais. Saint-Laurent, il y a eu Louis Ferraud, il y a eu Paco Rabanne. C'est ça. Oui, alors la photo en haut à droite est vraiment symptomatique. Donc c'est un schéma en fait l'année où Paco Rabanne a eu son dé d'or. Cathy Jean-Louis, qui était le mannequin qui avait porté, Martiniquaise. qui était une Mhm. Martiniquaise, qui avait porté en fait cette tenue-là. Donc ça date de l'été 90. Et quand on shootait en fait les photos, là par exemple en bas à gauche, les filles disaient mais moi bon, l'habit à la limite c'est pas très important. Ce qui est important c'est de voir le logo derrière parce que c'est ce qui fait Mhm. vendre entre guillemets. En bas à droite, là, la photo avec le chapeau, ben, c'est Cardin. Très amusant aussi, pour donner un petit détail là-dessus, Cardin, par exemple, avait cette particularité, là, dans son casting, il y avait une vingtaine de personnes, et il changeait un mannequin chaque fois. Donc ça veut dire que le casting de 100 ou 150 Ouais. personnes, c'était juste pour une place. Ouais. Et là, on voit Cathy Jean-Louis, en fait, sur une tenue de Paco Rabanne. Alors, ce qu'il faut retenir, enfin, c'est un peu le point entre les deux, c'est que ces photos-là, enfin, c'était vraiment un orfèvre, en fait, Paco Rabanne. Mhm. Il travaillait le métal, il avait des doigts complètement abîmés, d'ailleurs. Et en bas, c'est Gisèle qui a travaillé voilà, pour pas mal de couturiers avec un petit schéma de Ferro qui est au milieu. Mhm. Mais les trois que vous avez en haut là sont assez intéressants. C'est vraiment voilà, des leaders dans ce Mhm. domaine-là. Dans un cercle qui est très fermé, il y a à peu près une dizaine de personnes dans la haute Ouais. couture. Et je ne sais pas si on verra des éléments là-dessus après, mais On va voir justement d'autres photos, d'autres clichés de mannequins. voilà, c'est ça. Ouais, Bon, c'est un milieu très particulier. oui, Raconte-nous allez, en 2 minutes un petit oui. peu ce milieu. Est-ce que tous les mannequins sont maigres? Est-ce que ce sont des personnes capricieuses ou au Ouais. contraire très collaboratives? On est dans le domaine de l'excellence et dans le domaine de la mode. Donc, il y a trois personnes en fait à l'époque qui sont connues au moins de nom. Il y avait Evangelista, Inès, Linda Evangelista, voilà, Inès Linda de la Evangelista, pardon, Fressange, Inès de Frésange et puis Mounia. Iman, je suis en train de chercher. On avait Mounia, notre Mounia Il aussi y à avait aussi l'époque. Mounia, mais qui n'était pas dans cette catégorie-là. Donc ces Hmm. trois-là étaient vraiment hors catégorie. C'est des filles qui étaient payées au quart d'heure. Et puis après, il y avait plein de mannequins Mounia, on en a parlé, qui travaillait d'ailleurs chez Saint-Laurent, mais il y avait plein de mannequins qui voilà, essayaient de gagner leur vie. Et je vais prendre l'exemple tout à fait sur la gauche, sur la partie gauche de l'écran. Donc Perle, qui travaille. Et un jour, alors, quand vous avez un défilé de Saint-Laurent, en fait, vous avez le podium. Et donc, vous avez d'abord, on va dire, une cinquantaine de photographes et quelques clients. Et ils observent en fait ce que les Hmm. clients regardent. Et à un moment, ils se rendent compte qu'ils regardent plus la fille que le vêtement. Et donc, elle se retrouvait blacklistée du jour au lendemain parce qu'elle était peut-être trop belle pour ce qu'elle présentait. Ouais. Et donc voilà, mais ça, c'est le revers de la médaille, mais c'est complètement subjectif, on est bien d'accord là-dessus. Donc tu l'as dit, tu as fait 6 saisons, c'est ça? C'est ça. 6 saisons de photographe de mode. Pourquoi tu as arrêté? Ben parce qu'après, je suis rentré enfin, alors, oui, alors pourquoi j'ai arrêté? Parce que ben, après, j'ai été appelé pour mon service militaire, donc le Hmm. 21, on parlera tout à l'heure Ouais. effectivement de... Ben, euh, on voit d'ailleurs, oui, puisque effectivement tu as continué avec ta passion de la photo, oui, puisque tu as photographié aussi des stars martiniquaises oui, ou guadeloupéennes comme Tania Saint-Val qu'on ou va voir tout à guadeloupéenne, l'heure. effectivement. Véronique Alloc en haut à gauche, effectivement, qui est ben, qui a été la première dauphine Miss France 98, si je me souviens Mhm. bien. J'ai eu Ou également Tania Saint-Val qui est là d'ailleurs, c'est Tania le Saval, l'a cliché, fait oui. absolument. Donc ça, on voit bien où est le lieu, puisqu'il y a la Tour Eiffel derrière. Il y a Edith Lefebvre, bien sûr. Et Joël Le Soul, ça c'était juste avant l'Eurovision, en fait. Mhm. Ça faisait partie de sa chorégraphie là-dessus. Ouais. Donc quand tu es arrivé ici, tu as continué sur je veux dire, à vivre ta passion Oui, pour la photo. oui, Tu es allé davantage vers le monde, le monde artistique, enfin le monde musical plutôt, plus que le monde de la mode qui n'était pas forcément très développé à l'époque. Il y avait quelques organisatrices de défilés de mode qu'on a connues à l'époque, c'est mais ça, c'est ça, ouais. c'est ça.
On continue sur le cliché suivant. Alors, on passe à autre chose, là. Ouais. On passe au sport. Ouais. On a vu déjà que tout à l'heure, que tu faisais jeune, tu as fait de l'athlétisme et du tennis. Ouais. Et puis ensuite, tu es passé, alors déjà très jeune, on le voit sur le cliché en haut à gauche, tu t'es passionné pour les arts martiaux. Ouais. Ce n'était pas encore le karaté à ce moment-là. Si, c'était déjà le karaté. En fait, la problématique était très simple. Mes parents voulaient qu'on canalise mon énergie. Donc, j'ai apparemment beaucoup d'énergie. Et donc, j'ai commencé à l'âge de 7 ans à faire le karaté. Donc, ça fait un demi-siècle que je suis pratiquant de karaté. Là, c'était un ami qui s'entraînait. Donc, là, on était à la maison, au Cameroun. Et ce qui est une petite anecdote là-dessus, d'ailleurs, j'en profite sur l'aspect photo. Une fois, mon père m'amène dans l'ouest du Cameroun. Et quand on revient, en fait, il s'arrête sur le bord de la route et il achète, en fait, des denrées. Et il y a une histoire sur laquelle je n'ai toujours aucune réponse là-dessus et il n'y aura pas de photo par rapport à ça. En fait, je prends des photos d'un boa mort. Et donc, j'en prends 3-4, je shootais sans regarder forcément à l'époque. Et il y a un monsieur qui me voit, il me dit, mais tu ne m'as pas demandé la permission pour prendre la photo. Mais bon, je n'étais pas forcément au courant qu'il y avait une permission demandée, mais il me dit, mais ne t'inquiète pas, les photos ne sortiront pas. En fait, Zanou, qui s'entraînait avec moi au karaté, je vais le voir, je lui ramène les bobines, parce qu'il y avait des bobines à l'époque, et je lui dis, s'il te plaît, tu prends soin de ces photos, s'il te plaît, tu développes toi-même le tirage, etc. Vous n'allez pas me croire, à la photo 15, il y avait des photos, la 16, il n'y a pas, 17, 18, 19, 20, il n'y a pas, et 21, ça reprend. Ont effectivement disparu. Voilà, les autres images, donc c'est effectivement sur le karaté. Donc, alors, en bas à droite, c'est Dominique Valera. Quand j'ai commencé le karaté, Dominique Valera était au top de son apogée, ils allaient aux États-Unis. Ce monsieur est 9e dan aujourd'hui. Et quand on m'a dit un jour, il y a Valera qui fait un stage de karaté en Martinique, je dis, le fils Valera, non, Dominique Valera, donc c'est toujours très surprenant. Et en haut, c'est mon sensei, donc Eugène Batardo, et avec le club ASPTT, voilà, avec qui que j'ai rejoint depuis une quinzaine d'années. Un cliché de groupe maintenant, tu es membre actif de la Ligue de karaté, toujours aujourd'hui. Oui. Tu as contribué en fait à développer cette discipline en Martinique. Alors on voit une belle photo de groupe, tu nous expliques? Oui, c'est une belle photo de groupe. À gauche, il y a quelqu'un qui est aujourd'hui à la fédération de karaté. Et en fait, là, c'est un stage, en fait, intersession. Donc, il y avait des experts qui sont venus, mais c'est de l'interdiscipline. Donc, il y a en fait toutes les pratiques qui sont là dans le dojo. Donc, là, on a la SPTT. Et donc, ça permet voilà, de conjuguer en fait les différentes disciplines et puis d'augmenter les horizons. Ouais. On a par exemple des personnes qui sont venues, des petits-fils de samouraïs et qui plient leur kimono. Moi, je trouvais ça un jour extraordinaire. Ils plient 6 kimonos comme ça, une largeur comme ça, et il dit vas-y, mets un coup de poing dedans. Et en fait, chacun avait sa technique avec des enroulés, etc. Et puis il est arrivé à la fin. Bon, moi, je tenais les kimonos comme ça, et le maître arrive à la fin. Il se met même pas 30 cm, poum, il envoie. Et je me rappelle, c'est comme si mon estomac traversait toute la salle pour aller jusqu'au mur. Donc, il y a toujours à apprendre là-dessus, même si ça fait 50 ans qu'on pratique. Tu t'es également beaucoup investi, on l'a vu tout à l'heure, au sein de la Confédération des petites et moyennes entreprises en Martinique. Tu as été vice-président d'ailleurs. Oui. Et là, on retrouve quelques-uns on voit Fernand Ondona, par exemple, avec Daniel Soir de Songuito. Serge Sainte-Rose. Serge Sainte-Rose au milieu. Et puis également une édition de Planète PME à Paris où tu avais rencontré, on va dire, des personnes plutôt de haut niveau. Oui, Planète PME, c'est l'occasion pour les ministres de s'exposer. Donc, on a vu un peu tout le ministre passer. Ça pouvait être. Bon, les noms sont écrits. Et on a fait ça, effectivement, à l'époque. C'est Fernand qui était président de CGPME. Dans ce cadre-là, également, on a mis en place des projets européens, notamment Dialectique, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Alors, la photo en bas à gauche est assez symptomatique parce que là, on est habillé en mineur, parce qu'en fait, le maire de cette ville, là, Djilina, en fait, était un ancien mineur. Et c'est impressionnant parce que vous arrivez, en fait, en même pas 30 secondes, vous êtes scanné, on vous donne votre équipement, et vous descendez à quelques centaines de mètres sous terre et vous vous retrouvez avec des gueules noires. Et les gueules noires, c'est pas si évident dans sa vie d'y aller, mais c'est des expériences qui sont vraiment marquantes. Et la photo juste à côté, c'est au Portugal, en fait, puisqu'il y avait des échanges entre la Martinique, le Portugal et la Slovaquie. Ouais. Donc, période intéressante. Tu parlais de portfolio tout à l'heure, on va terminer avec tes photos de voyage. Oui. On commence par l'Afrique, d'ailleurs, et cet immense baobab. On sait que le baobab est très grand, mais celui-là, il est impressionnant. Oui. On va voir plusieurs clichés de tes voyages, parce que tu as beaucoup voyagé en Afrique et ailleurs. Oui. Alors, baobab de Baines, en fait, c'est au Botswana.
Pour avoir une idée de l'échelle, vous avez les voitures qui sont tout à fait en bas du premier baobab. Donc très très surprenant. C'est un pays qui m'a vraiment surpris, le Botswana. Vous avez le détroit Lokavango, sont des... On est sur l'Afrique de l'Est. Afrique australe. Afrique australe, oui. Donc c'est parce que l'Afrique australe ne voulait rien dire pour moi. Ouais. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait. Et donc j'ai visité la Namibie et le Botswana. Et en plein milieu du désert, tu retrouves deux baobabs comme ça et tu te demandes ce que ça fait là. Donc c'est assez surprenant. Mais pays diamantaire, on entend de plus en plus des coureurs dans l'athlétisme qui viennent de ce pays-là. Et la Namibie, j'étais allé aussi parce que au départ, c'était à cause de Frankie Fredericks dans les années 80, qui était toujours derrière Lewis. Et je dis, mais il faut que j'aille voir le pays de ce monsieur-là. Sprinter sur 200 mètres qui a obtenu plusieurs médailles. Je ne sais pas s'il a été champion olympique, mais champion du monde en tout cas. C'est sur ça, 200 champion mètres. du monde, qui avait vraiment des records. Et la partie de droite, c'est amusant, on est dans le nord du Cameroun, la zone frontalière avec le Nigeria. Et là, en fait, on a un monsieur qui prédit l'avenir avec des crabes. C'est très particulier. Et il y a une petite affiche qui est également savoureuse, c'est qu'en fait, il y a une affiche qui fait la promotion en fait, d'une fête qu'il va y avoir. Et donc il y a un peu tous les rythmes, la Zaiko Langa, etc. Et le Kassav, qui est la nouvelle musique. Donc ça remonte il y a quelques années, effectivement. Tout à fait. On termine avec 3 séries de clichés. Alors on voit que ton épouse, tu l'amènes aussi avec toi. Et vous avez notamment bivouaqué, on le voit en haut à gauche, cette tente qui était en fait installée au-dessus du toit, sur le toit du véhicule. Oui, là on est en fait en Namibie, en fait, et notre maison, en fait, c'est effectivement cette tente qui se monte en moins de 3 minutes, voilà, sur le toit. On pouvait mettre 2 ou 4 personnes sur le toit, donc ça donne vraiment beaucoup d'autonomie dans les déplacements. Shooting avec les éléphants du désert en Namibie, qui est une espèce particulière, qui est beaucoup plus petite. Et là, c'est les dunes de Sosuslave, qui est en fait des dunes qui font à peu près 400 mètres de hauteur. Des paysages vraiment magnifiques et très marquants. En bas à gauche, j'ai tenté les cheetahs, ce qu'on appelle les cheetahs, qui sont en fait des léopards. Et il y a une petite vidéo là où on caresse un léopard. Alors, ça fait très bizarre parce que dans cette vidéo, je caresse un léopard. Mais en fait, une demi-heure après, le monsieur me dit, venez, je vais vous montrer les léopards dans leur environnement normal. Et c'est généralement eux qui te trouvent et pas toi qui les remarquent. En haut à droite, en fait, c'est donc dans l'Argentine. C'est Purmamarca, qui est en fait une montagne aux 7 couleurs, qui est labellisée à l'UNESCO. C'est 4170 mètres et c'est 3 degrés en pleine journée. Et en bas, c'est en fait en Asie. Alors, c'est pas le vrai Obama, c'est une photo. Hein. C'est une photo, oui, mais symbolique parce que derrière cette photo, en fait, on a un vrai sujet. Moi, j'ai toujours entendu parler de la guerre du Vietnam, mais pas de la guerre du Laos. Il y a eu 1 tonne de bombes par habitant à cette époque-là, sur cette région-là. Et en bas à droite, on voit une équipe de déminage qui sont toujours en activité aujourd'hui. Au rythme actuel du déminage au Laos, en fait, il faudra 1 siècle pour que les zones qui ont été infestées soient nettoyées. Le Laos et l'Asie, on les retrouve sur les autres clichés qu'on va découvrir ici. Alors, on voit des temples bouddhistes, ce sont des temples bouddhistes. Oui, c'est ça. Ce sont des temples bouddhistes. Là, on est à Paksé, 3e ville en fait du Laos. C'est un temple magnifique où les gens, ils arrivent avec leur 4x4 en bas et puis ils vont voir les moines, ils font des offrandes, donc ça c'est intéressant. Très rapidement, les messieurs avec de belles moustaches en bas à droite. On est en Inde, là. On est en Inde, dans la région du Rajasthan. Et c'est du grès jaune que vous voyez à gauche et les artisans sont payés en fait au poids de pierres qu'ils enlèvent, donc c'est vraiment très surprenant. Le désert en haut, le désert en bas, c'est pas les mêmes. Hein. C'est un désert glacé et l'autre un peu plus chaud. Ouais, alors le désert en bas à gauche, en fait, c'est situé en fait c'est Grandas Salines, si je me souviens bien. Donc on est dans les Andes et en fait c'est une ancienne mer qui s'est asséchée. Et aujourd'hui, c'est de là que en fait, le lithium est extrait pour ce qui est de l'Argentine. Et en haut à droite, un paysage magnifique. Donc les dunes dont je parlais tout à l'heure, Sosusvlei, font 400 mètres de haut. On ne voit pas tout à fait la hauteur là, mais ce sont des Alpes qui sont en fait fossilisées. Il y avait de l'eau en fait qui coulait à l'avant, ce qui n'est plus le cas. Et ce qui est très surprenant dans ces paysages, c'est que très souvent, il y a beaucoup de vie, contrairement à ce qu'on croit. Dans le désert, il y a de la vie. Voilà. On termine avec ces 4 derniers clichés. Parce qu'on a compris que ta passion pour la photo aujourd'hui, tu la consacres surtout à photographier les sites du monde entier. Je te laisse les commenter très rapidement. Très rapidement, en haut à gauche, c'est Pita, donc très amusant parce qu'on a fait une balade en dromadaire. Du Sud, en Argentine, c'est ça? Donc là, on est en Inde, Rajasthan. Et donc Pita nous dit, je lui dis, mais comment ça se passe dans ta famille? Il dit, voilà, il y a mon papa, ma maman, mes frères, etc. Et le chameau. Le chameau fait partie de la famille parce qu'il ramène de l'argent à la maison. En bas à gauche, en fait, ce sont des femmes Imba qui sont, donc là on est en Namibie, Afrique australe,
Et ce sont des personnes qui vivent le corps dévêtu et qui s'habillent avec de l'ocre et de la graisse. Donc, ces personnes qui sont restées vraiment fichées dans le temps. Les stars sont en haut à droite, vous avez vu déjà dans des publicités. Et en bas à droite, c'est la baie d'Along, en fait, terrestre, où il y a pas mal de films qui ont été tournés. On est au Vietnam, pardon. Où il y a pas mal de films qui ont été tournés, notamment Indochine, avec Catherine Deneuve. Mais c'est des régions vraiment fantastiques. Carl Hérondet, merci beaucoup. On a vu que ta vie est riche, mais que ce n'est pas une vie de riche, comme je le disais au début. Donc tu vas continuer à aller rechercher une autre richesse que celle de l'argent. C'est quand ton prochain voyage et c'est où? Alors, ce sera l'année prochaine, destination en cours de négociation. Merci beaucoup, Carl Hérondet. Merci Jean-Marc. On se retrouve prochainement, on a encore plein de choses à se dire. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ces émissions sur YouTube, sur Instagram et puis également sur Facebook de Zitata. Bonne soirée, bonne journée.